Bonsoir, le Sili national cadet sera bientôt en Inde où se joue la Coupe du monde de football des moins de 17 ans. Le tricolore en main, les joueurs promettent victoire aux supporters. Les détails dans ce journal. Le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire reçoit son homologue marocain au menu des discussions, la mise en œuvre des accords d'investissement signés avec le royaume chérifien. Et puis nous irons à Mamou, là-bas la lutte contre la zoonose est quotidienne, le cheptel attaqué, agriculteurs et éleveurs sont formés à la surveillance continue. Bonsoir, merci de regarder la télévision nationale. Ce qui concentre l'attention ce soir, une thématique, la jeunesse, préoccupation de l'Union africaine, c'est le défi du moment pour l'organisation continentale. À New York, le sujet est largement évoqué par le président en exercice de l'Union africaine, investir dans la jeunesse pour booster le développement de l'Afrique. C'est l'appel du président Alpha Condé à ses homologues du continent. Reportage de notre envoyé spécial aux États-Unis, Sanassi Keita. Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. Ce thème de l'année de l'Union africaine est au menu des discussions entre dirigeants du continent et partenaires au développement. L'objectif étant surtout d'œuvrer en synergie en faveur des jeunes et des femmes en vue de leur pleine autonomisation. À l'occasion de cet événement qui s'articule autour de la feuille de route du thème de l'année de l'Union africaine intitulé « Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse ». À travers l'adoption de cette feuille de route, les dirigeants africains ont voulu entériner leur engagement en faveur de la jeunesse du continent, qui constitue notre principal atout, car elle représente 70% de la population. Je suis également heureux d'avoir avec nous ce podium M. Moussa Faki Mohamed, qui viendra tout à l'heure, président de la Commission de l'Union africaine, et Dr Nathalie Akanem, directrice exécutive par intérim du Fonds des Nations Unies pour la population. Le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, nous rejoindra dans les prochaines minutes. Je vous souhaite donc la chaleureuse bienvenue et vous remercie pour votre participation à cette importante réunion qui témoigne de votre engagement envers l'Afrique. Mesdames, Messieurs, chers jeunes, les défis auxquels la jeunesse africaine est aujourd'hui confrontée ne peuvent être surmontés qu'avec des investissements substantiels et multisectoriels dans l'éducation, la santé, la création d'emplois, la formation technique ou encore la promotion de l'entrepreneuriat. Ainsi, la réalisation effective des 4 piliers de notre feuille de route, à savoir emploi et entrepreneuriat, éducation et développement des compétences, santé et bien-être, droit, gouvernance, responsabilisation de la jeunesse, favoriser non seulement l'autonomisation des femmes et des jeunes, mais également leur contribution à la définition et la mise en œuvre des politiques de développement en Afrique. Pour le président en exercice de l'Union africaine, les jeunes et les femmes doivent être au cœur des politiques et actions des dirigeants dans le but de leur épanouissement. Les jeunes et les femmes doivent être au cœur de nos politiques et actions en vue de leur permettre de préparer et de décider de leur avenir. À cet égard, les jeunes africains ont exprimé leurs préoccupations et identifié les secteurs prioritaires nécessitant des investissements substantiels en vue de permettre à la jeunesse africaine d'exprimer pleinement son potentiel en juillet dernier à N'Djamena, à l'occasion du Forum de la jeunesse africaine, organisé par le président Idriss Déby Itno, champion de l'Union africaine pour la mise en œuvre du thème de l'année de l'Union africaine, que je félicite. Nous verrons ensemble à la mise en œuvre effective des recommandations issues de ce forum. D'ores et déjà, le dernier sommet de l'Union africaine a entraîné la création du Fonds africain de la jeunesse et a décidé de proclamer la période 2018-2027 décennie africaine pour la formation technique, professionnelle et entrepreneuriale de l'emploi des jeunes. Aussi, j'ai fait de l'une des priorités de mon mandat à la tête de l'Union africaine le recrutement, la formation et le déploiement de 2 millions d'agents de santé communautaire sur l'ensemble du continent. Et je voudrais lancer un appel à nos partenaires à soutenir cette initiative qui contribuera à la création d'emplois décents, à la prévention des pandémies, à l'amélioration de la santé et du bien-être des populations. Chers collègues, mesdames et messieurs, chers jeunes, la quête du dividende démocratique est un processus continu et nos efforts en faveur de la feuille de route doivent se poursuivre au-delà de l'année 2017. Je me félicite que de nombreux pays africains
et déjà intégré la feuille de route dans leur politique de développement au plan national. Je souhaite que nos délibérations aboutissent à des engagements concrets pour renforcer davantage cette dynamique en vue de la réalisation effective du dividende démocratique. Tour à tour, le président en exercice de l'Union africaine a donné la parole à tous les chefs d'État africains pour expliquer clairement l'évolution des différents dossiers politiques, économiques ou encore sécuritaires qui leur ont été confiés au sein de l'Union africaine dans le souci d'une forte intégration de cette organisation panafricaine. Les partenaires au développement du continent comme les Nations Unies, l'Union européenne, la francophonie sont tous intervenus pour témoigner de leur soutien sans faille aux grandes réformes engagées au sein de l'Union africaine, surtout celle qui consiste au développement des jeunes et des femmes. Restons aux États-Unis. À Washington, le président de la République reçoit un prix, une distinction honorifique pour son leadership, comme l'explique l'ambassadeur de Guinée aux États-Unis d'Amérique. Suivez. Speak of Africa s'est toujours distingué dans la lutte contre la pauvreté et l'accès aux soins de santé pour tous en Afrique et mérite aujourd'hui tous les hommages du président Alpha Condé. Les populations et le gouvernement guinéen ont été sensibles à votre élan de solidarité face à la terrible épidémie Ebola qui a fait tant de victimes dans notre pays, ainsi qu'en Sierra Leone et au Libéria. Dans cette période de résilience post-Ebola, le gouvernement guinéen continue d'intensifier les efforts dans la réhabilitation et la réalisation des infrastructures sanitaires et socio-éducatives de base. Le professeur Alpha Condé m'a surtout chargé de vous réitérer l'assurance de sa profonde gratitude et toute sa reconnaissance pour l'attribution de cette distinction qui l'encourage dans la réussite de son mandat en faveur de son combat, en faveur de la Guinée et de toute l'Afrique. Vous le savez, depuis quelques jours, des événements regrettables se déroulent à Boké. Face à cette situation, le gouvernement en a fait une déclaration par la voix de son ministre porte-parole, Albert Damantan Camara, que nous vous invitons à suivre. Suite aux événements malheureux qui se déroulent depuis plusieurs jours dans la préfecture de Boké, le gouvernement tient à rappeler que le droit de manifestation reconnu par la Constitution est appliqué depuis plusieurs années sans restriction et dans le strict respect de la loi. C'est donc avec consternation que le gouvernement constate le déclenchement dans plusieurs localités de Boké de mouvements caractérisés par des atteintes graves à la sécurité des personnes et de leurs biens, des attaques d'une rare violence des symboles et représentants de l'État, des destructions d'édifices publics et de biens de sociétés privées. C'est ainsi qu'au titre de nombreuses violences recensées ces derniers jours à Boké, on peut noter des attaques contre le personnel et les infrastructures de santé, des attaques contre le personnel et les infrastructures des forces de défense et de sécurité, des destructions d'édifices publics et incendies d'infrastructures socio-économiques de base, des attaques contre le personnel et les installations des sociétés privées, des entraves à la circulation sur les voies publiques, des tentatives de déboulonnage des rails des trains minéraliers, des tentatives de sabotage des installations de fourniture d'eau potable aux populations, l'empêchement des camions citernes de ravitailler les centrales thermiques, la généralisation de la violence occasionnant des pertes en vie humaine et mettant en danger les paisibles populations locales et expatriées. Au regard de ces agissements inacceptables, le gouvernement tient à condamner avec fermeté ces actes qui s'inscrivent clairement en marge de la légalité. Le gouvernement assure les paisibles populations de ces localités que les dispositions sont prises pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens et la sécurisation effective des édifices publics et des infrastructures économiques. Le gouvernement tient à affirmer que si les revendications légitimes et exprimées par les voies légales continueront à être examinées et traitées, les responsabilités seront également situées et les dispositions prises pour tous les cas d'actes illégaux. Le gouvernement tient à exprimer aux victimes sa compassion et invite les populations au calme et à la retenue.
De l'autre côté, le ministère de la Justice se prononce sur l'actualité politique à Conakry. Suite à la manifestation du 20 septembre 2017, une personne a malheureusement trouvé la mort ce jeudi 21 septembre suite à des blessures survenues sur le chemin de retour. Le procureur territorialement compétent a été immédiatement saisi et a ordonné une autopsie afin de déterminer les causes du décès. Une information sera ouverte pour établir les circonstances de cette perte tragique d'un de nos concitoyens. Le ministère de la Justice présente ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée. Conakry, le 21 septembre 2017, le ministère de la Justice. Le Sili Cadet s'apprête à aller en Inde où va se jouer en octobre la Coupe du monde de football 2017 des moins de 17 ans. La sélection guinéenne a reçu le drapeau des mains du Premier ministre. L'équipe s'engage à porter haut le tricolore national. Compte rendu, Ousmane Bangoura. Ce jeudi, la Fédération guinéenne de football, accompagnée de la grande famille sportive, est venue présenter l'équipe au Premier ministre avant de s'envoler pour Bombay en Inde. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous parce que c'est le départ d'un combat, c'est le départ d'une conquête, parce que nous allons vers le plus haut sommet du football, c'est-à-dire la Coupe du monde, où tout sportif rêve d'y être un jour. Et aujourd'hui, nous avons la chance, grâce à une vaillante équipe des cadettes, ce qui nous a donné aujourd'hui ce résultat pour aller à la conquête du football mondial, parce que c'est le sommet, c'est la fête. Et arrivé à ce stade, il est important qu'avant d'aller affronter les meilleures équipes du monde dont nous faisons partie aujourd'hui, il faut le reconnaître et il faut le dire avec beaucoup de fierté. Ce n'est pas tous les jours qu'on est à la Coupe du monde. On est à la Coupe du monde que quand on est meilleur. Et aujourd'hui, on est meilleur parce qu'on est à la Coupe du monde. Ce Sili Cadet est attendu d'abord à Abu Dhabi pour un stage de 10 jours, assorti de 2 matchs amicaux, du 26 septembre au 3 octobre 2017, avant le coup d'envoi en Inde le 6 octobre prochain. Je voudrais saisir cette opportunité pour adresser mes sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à vous-même, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et à l'ensemble du gouvernement pour le soutien constant apporté à mon département. Aux joueurs et encadreurs, en vous félicitant pour les efforts consentis et le parcours élogieux, je vous exhorte à redoubler de courage et de combativité dans la discipline pour une participation honorable à la Coupe du monde Inde 2017. Ils sont 24 pays à prendre part à ce grand rendez-vous des Curons. La Guinée est dans la poule B, avec l'Iran, Costa Rica et l'Allemagne. Il faut bien comprendre que lorsqu'on vous remet le drapeau, vous représentez la nation. C'est comme si vous allez combattre pour la nation guinéenne, pour les Guinéens. Donc, vous êtes jeune. Et c'est une lourde charge qui porte sur vos épaules. Mais avec le rappel de vos exploits récents dans les compétitions que vous venez de parcourir, je reste convaincu que vous saurez relever ce défi. Je vous exhorte donc, comme je viens de le dire, à faire preuve d'engagement, de détermination, de discipline. On attend de vous, certes, que vous soyez les meilleurs, donc que vous remportez ce championnat. Mais surtout, nous attendons de vous que vous démontriez ces qualités que je viens d'évoquer, que vous donniez le meilleur, que vous donniez le meilleur. Encore une fois, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, au nom du gouvernement et au nom de la nation guinéenne, vous souhaitez bonne chance. La Guinée est à sa 5e participation, après 75, 82, 87 et 2015.
Et puis ce communiqué de l'Assemblée nationale, il est porté à la connaissance des membres du bureau qu'une réunion extraordinaire élargie à la Commission des affaires économiques et financières, du plan et de la coopération relative aux préparatifs du débat d'orientation budgétaire est prévue pour le vendredi 22 septembre 2017 à 11h précises dans la salle des actes du Palais du Peuple. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres sectoriels en charge du plan, des finances et du budget, ainsi que Monsieur le gouverneur de la Banque centrale y représenteront l'exécutif. Compte tenu de l'importance de la dite réunion, la présence de tous les membres des instances précitées est requise. Conakry abrite pour la première fois un symposium international sur la bauxite et l'alumine. L'objectif des initiateurs est d'attirer plus d'investisseurs en Guinée. Le symposium mobilise des hommes d'affaires venus de pays d'Asie et d'Europe. Le point avec Abdoulaye Diallo. Les mines de Guinée attirent de plus en plus les investisseurs étrangers. À propos, un symposium international sur la bauxite et l'alumine s'est ouvert ce jeudi à Conakry. Il a pour but principal de souligner l'avantage du pays en termes de ressources bauxitiques et son potentiel de mise en place d'une raffinerie d'alumine. Cette rencontre va monter un peu la position de la Guinée dans l'industrie de l'aluminium à travers le monde entier par l'immense ressource bauxitique dont nous disposons et aussi faire une nouvelle ouverture pour la Guinée en ce qui concerne l'installation de nouvelles raffineries d'alumina ici en Guinée parce qu'il le faut compte tenu de la qualité de la ressource de la bauxite guinéenne. De nos jours, la Guinée est au premier rang des exportateurs de bauxite de qualité métallurgique avec une prévision d'environ 80 millions de tonnes par an dans les prochaines années. Un avantage favorable à la chaîne de production de la bauxite. Le circuit industriel de la bauxite Scobo qui fait l'objet d'une réflexion ici aujourd'hui. Nous avons donc considéré cela au niveau du ministère et au niveau du gouvernement comme une opportunité unique pour mener des réflexions sur l'industrialisation de notre pays à travers cette ressource qui est la plus importante du pays. Un autre enjeu, c'est la connaissance géologique qui doit continuer. On doit continuer à faire la recherche pour qu'il y ait beaucoup plus de connaissances géologiques, pour qu'il y ait beaucoup plus de ressources qui devraient nous permettre de transformer, qui devraient nous permettre d'avoir suffisamment de temps de transformation de cette ressource-là en produits finis ou en produits semi-finis. Pour les autorités guinéennes, le premier défi qui s'impose aux investisseurs demeure la multiplication des infrastructures hydrauliques et énergétiques dans les zones minières. Quels que soient ces atouts, si nous ne trouvons pas, nous ne faisons pas preuve d'imagination pour trouver les meilleures voies et moyens à créer et entretenir un climat serein et de paix dans les zones minières, nous n'aurons pas réussi. Je souhaite, en tenant compte, parce que je suis heureux de noter que vous venez d'une vingtaine de pays, donc de par le monde, je souhaite que vous échangiez les expériences et les notes sur les meilleures expériences ailleurs pour que la Guinée en tire profit. Les recommandations de cette rencontre seront présentées au gouvernement dans le but de faciliter la mise en place d'infrastructures de transformation des minéraux en alumine, une aubaine pour le développement durable de la Guinée. Le gouvernement intensifie les actions de promotion de la transparence dans le secteur minier. L'ITU envisage par exemple l'application effective de la propriété réelle des entreprises. L'objectif est de prévenir mais aussi lutter contre toute forme de criminalité économique dans les industries extractives. Comment cela va concrètement se faire? Élément de réponse dans ce reportage de Mamadou Alpha Baldé. Pour plus d'efficacité dans sa lutte pour la transparence dans les industries extractives, l'ITU Guinée est sur le point d'intégrer une nouvelle norme dans l'élaboration de ses rapports, la propriété réelle. Une mesure qui permettra d'identifier les véritables propriétaires des entreprises. On vous parle de paradis fiscaux, il y a des structures, des sociétés qui sont des sociétés écrans. Pour éviter des sociétés écrans,
au niveau des industries minières pour savoir qui est véritablement le propriétaire de telle société qui extrait du diamant par-ci, du pétrole par-là, de la bauxite ailleurs ou de l'or. Il faut que nous sachions quels sont les vrais propriétaires, que ce ne soient pas des propriétaires fictifs, que ce ne soient pas des sociétés écrans. Comme ça, c'est réellement à qui appartiennent ces sociétés, que des gens soient identifiés et qu'on puisse les poursuivre en cas de non-respect des dispositions légales et réglementaires. Pour sa mise en œuvre, une commission spéciale travaille sur la proposition d'une loi sur la propriété réelle des entreprises. Est-ce que le fait que j'ai 1% fait que je suis propriétaire réel? Ou bien c'est 5%? Le code minier guinéen fixe 5%. Nous ne pouvons pas, dans la nouvelle loi, s'il y a une loi, nous ne pouvons pas aller au-delà de ces 5%. Mais l'autre question, c'est est-ce que tous ceux qui détiennent 5% dans toute entreprise doivent être soumis à l'obligation de divulgation? La réponse peut être oui, la réponse peut être non, selon les études que nous allons faire, mais nous pensons qu'il y a lieu de limiter le périmètre de divulgation à ceux qui seront dans le périmètre du rapport de l'ITIE de l'année en cours. L'année prochaine, la Guinée devra renouveler sa conformité aux normes de l'ITIE international. La mise en application de la propriété réelle des entreprises est une des nouvelles exigences pour le maintien de cette conformité. Je vous l'annonçais en titre, la question de l'aménagement urbain reste un défi de taille pour la Guinée. L'occasion pour le ministre de la Ville de se pencher sur les accords d'investissement signés récemment avec le Maroc. Dr Ibrahima Kourouma échange sur le projet avec son homologue chérifien pour analyser comment mettre à niveau la voirie urbaine de Kaloum. Le point avec Saint-Martin Fancinadouno. Le ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de ville du Maroc séjourne à Conakry. Lui et son homologue guinéen réfléchissent à la mise en œuvre des accords d'investissement passés récemment lors de la dernière visite de Sa Majesté, le roi Mohamed VI. Dans ces secteurs, il est prévu la mise à niveau de la voirie urbaine de Kaloum. Dr Ibrahima Kourouma et Mohamed Nabil Ben Abdallah ont participé à la présentation du rapport de diagnostic et de proposition de solutions pour réussir l'aménagement de cette commune. Le cabinet CID, Conseil, Ingénierie et Développement, promet de faire les levées topographiques ce 26 septembre dans la commune de Kaloum. Mais le déguerpissement des encombrements physiques des emprises publiques est une des priorités. Ces boulevards qui totalisent à peu près 6 km linéaires, ce sont des, comme cette avenue, l'avenue de République, l'avenue de Télédialo et l'avenue de Commerce qui vont être repris avec des parcs. Le profil en travers va être réaménagé de façon à sécuriser les piétons sur le trottoir, à mettre des zones dédiées au stationnement et libérer la chaussée pour la circulation des véhicules, et des motos et des cars. Une visite de quelques boulevards et avenues ciblées par le projet a permis aux autorités du secteur des deux pays de comprendre l'ampleur des occupations anarchiques des trottoirs. Côté guinéen, la réalisation de cet aménagement contribuera à améliorer le cadre de vie des populations de Kaloum. Nous sommes sur l'un des axes, avenue de la République. Nous avons visité d'autres axes. Je pense que nous allons pouvoir, après le travail extrêmement profond fait par les différentes équipes marocaines et guinéennes, nous allons pouvoir démarrer dans les 2 mois qui viennent. Et je pense que cela apportera un changement certain, visible. La mise à niveau urbain de la ville de Conakry, en tout cas de Kaloum, est une convention extrêmement importante. Elle coûte 10 millions de dollars. 10 millions de dollars pour travailler sur la voirie, pour faire en sorte que nous ayons des trottoirs, nous ayons un mécanisme de vie moderne. Après les levées topographiques, les 2 ministres du secteur de l'habitat demandent au cabinet de démarrer les gros travaux d'aménagement en novembre, contrairement à la date du 15 décembre initialement prévue.
Politique pour parler de la difficile émergence des femmes africaines dans ce milieu, comment améliorer leur participation aux instances de prise de décision. La réponse pourrait se trouver dans une rencontre d'une 50aine de femmes issues des partis politiques du pays et du mouvement social, une initiative du National Democratic Institute pour amener ces femmes à réussir une communication en public. Diana Yansane a suivi pour nous cette rencontre. La Guinée balise progressivement le chemin pour l'atteinte d'une proportion importante de femmes dans les instances de prise de décision. Mais au-delà de cette participation, la gente féminine doit porter une autre casquette, celle d'un leadership dans la communication publique. C'est dans cette dynamique que le NDA entend outiller les femmes du comité de plaidoyer. Une expertise en technique de communication spécifique dans la vie politique dans les secteurs sociaux. L'atelier va consister à appuyer les femmes pour les aider dans leur communication politique, la prise de parole en politique et aussi la gestion des interviews avec les médias. Et puis qu'elles puissent quand même faire un plan de communication, éventuellement si elles sont candidates aux prochaines élections, qu'elles puissent exprimer de façon compréhensible et valable ce qu'elles proposent aux populations pour que celles-ci votent pour elles. Le comité comprend une 50aine de femmes venues des partis politiques et de la société civile. Pour ces femmes, ce sont des techniques de communication dont la maîtrise constitue un enjeu majeur pour leur permettre d'être de véritables actrices dans la consolidation de la démocratie en Guinée. Cette formation nous permettra aussi de nous outiller davantage pour nous faire nos sensibilisations, nos plaidoyers, mais surtout pendant les campagnes parce qu'on se prépare pour être candidate pour les futures élections. Et si ça prouve que tu ne sais pas t'exprimer devant le public, avec les médias, ça peut causer problème. Donc je pense que cette formation va corriger l'écart qu'on a en communication publique et avec les médias. Le projet est financé par l'USAID. Ce comité de plaidoyer défend le quota des femmes dans les instances de prise de décision. Le processus électoral au sein de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat va reprendre dans les semaines à venir. L'annonce est faite par le ministre du Commerce, Marc Yombono. Le bureau de la région spéciale de Conakry sera élu ce dimanche, comme l'explique Falilou Diallo. Après l'installation des bureaux au niveau des 33 préfectures, 7 régions administratives et les 5 communes de Conakry, l'heure est à la mise en place de la Chambre régionale de la zone spéciale de Conakry. Une élection particulière eu égard à la forte représentativité des différentes activités du secteur économique, d'où le retard accusé dans cette opération. Matam, Dixine, Kaloum, Ratoma, Matutu prennent en l'air 5 dans les bureaux déjà élus. Les 5 sont connus par commune. Les 5 par commune vont former le corps électoral de 25 membres. Et ces 25 membres sont électeurs et éligibles. C'est-à-dire, c'est vraiment exclusif, limité à ces 25. Depuis 1989, la Guinée ne dispose d'une chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat représentative. Toute chose qui réduit les opportunités du pays dans certaines rencontres internationales. Aujourd'hui, je crois que la suspension et le temps qu'on a pris a permis à tout le monde de tirer les leçons, de prendre conscience de l'importance de ces institutions pour notre pays. Et je crois que les 2 années d'attente ont ressorti la nécessité et l'importance d'avoir une chambre de commerce. Pour assurer plus de transparence et de crédibilité, cette élection de la Chambre régionale de Conakry sera supervisée par le doyen des juges d'instruction et le quota des 30% de femmes sera respecté. Éducation. Une semaine après la reprise timide des cours, le constat est différent aujourd'hui. Dans les écoles, les classes se remplissent progressivement, élèves et enseignants se mobilisent, même si certains prolongent encore les vacances. Les cours ont effectivement repris dans tous les établissements scolaires du pays. Images et témoignages dans ce reportage de Sankumba Doukouré, Amadou Touré.
Si le premier jour de la rentrée scolaire 2017-2018 a été peu suivi en général à cause du changement de calendrier, les jours suivants connaissent progressivement des engouements. Élèves et enseignants prennent conscience de la nécessité de la reprise. J'ai repris les cours aujourd'hui. Je dirais à mes amis et aux parents d'élèves de venir car cette année il n'y a pas de retard. Vu la manière dont les examens sont passés l'année passée, surtout les gens qui font l'examen cette année, je demande tous de venir massivement. On a constaté que beaucoup de parents ont laissé leurs enfants à la maison parce qu'ils n'ont pas de tenue. Mais on a dit que les 2 semaines sont acceptées. Ils n'ont qu'à laisser leurs enfants venir à l'école. On accepte pour juste se préparer un peu afin d'être dans les normes d'ici le mois d'octobre. Les programmes ont démarré, on n'arrête pas. Sur le plan pédagogique, la rentrée scolaire en septembre n'a rien de négatif selon les spécialistes. L'année scolaire restera toujours de 9 mois, c'est-à-dire de septembre à fin mai, et les examens nationaux spécialement en juin. Vous avez vu, le cas de Ebola est venu, on a repoussé la rentrée. Ça n'a pas empêché de faire tous les cours commandés par l'État. Il n'y a pas de problème par rapport à la date. Quand vous commandez un événement vendredi, les gens supposent que c'est le week-end, c'est le lundi que tout le monde réagit. Vous avez vu la réaction des parents et des enfants et des encadreurs. Selon le ministre Ibrahima Khalil Konaté, l'ouverture des écoles en septembre comporte des avantages pour l'enseignement-apprentissage. Tout d'abord, elle permet d'être conforme à la date de la reprise des cours en vigueur dans tous les pays de la région. Ensuite, contribue à l'augmentation du temps d'apprentissage et enfin, permet aux élèves et enseignants de participer à la fête du 2 octobre, date anniversaire de l'indépendance de la Guinée. Chapitre santé, les laborantins du pays s'organisent pour plus de professionnalisme dans l'exercice du métier. Un document de politique nationale de biologie médicale est en élaboration à Conakry. Son adoption est attendue dans les semaines à venir. Selon des spécialistes, le document pourrait contribuer à la qualification du système sanitaire du pays. Le point avec Samara Tono. C'est le nouveau document de la politique nationale de biologie médicale en Guinée. Il comprend 161 pages et va désormais réglementer le métier de laborantin dans toutes les structures sanitaires du pays. Avant son adoption, les professionnels du secteur apportent les derniers amendements. Le document datait de 2009. Et maintenant, nous avons fait le tour du pays, nous avons vu les laboratoires, on a interrogé les gens et nous avons donc déposé les rapports concernant cette ancienne politique. Aujourd'hui, nous sommes à une phase où nos collègues de Conakry et des régions voisines sont là pour regarder le document que nous avons produit. La biologie médicale est aujourd'hui considérée comme l'un des parents pauvres du système de santé guinéen. Parmi les maux dont elle souffre figure le manque d'infrastructures adéquates et de personnel qualifié. Des faiblesses auxquelles la nouvelle feuille de route apporte solution. Nous voulons essayer de qualifier le personnel. Parce que maintenant, on ne va pas laisser n'importe qui faire ces examens. Mais plutôt, il faut avoir une certaine compétence, une certaine formation pour pouvoir participer à ces examens ou pour pouvoir assurer certaines responsabilités. Et en plus de ça, nous allons envoyer des équipements. À présent, on connaît c'est quoi la biologie médicale, c'est-à-dire que les choses ont été suffisamment exploitées, suffisamment documentées et le biologiste médical qui est sur le terrain sait désormais sur quelle base il doit travailler pour produire des résultats de qualité, des résultats qui permettent aux médecins de poser un vrai diagnostic et d'engager une stratégie thérapeutique. La politique nationale dont la révision est objet de cette consultation est un document qui fixe les grandes intentions et visions du gouvernement guinéen de la profession biologiste médicale les 5 prochaines années. Une politique qui vise à relancer tout le système sanitaire du pays. Je vous amène à Mamou, où éleveurs et agriculteurs restent vigilants pour une surveillance continue des zoonoses et certaines pathologies qui affectent le cheptel. Ils sont accompagnés par le gouvernement et la FAO. L'activité est financée par l'USAID dans le cadre du projet Sécurité mondiale. Reportage de Mohamed Krouma, Mamadou Pati Baldé, nos correspondants dans la région de Mamou. Guinée dispose d'un important cheptel à travers le pays. Selon les experts des services vétérinaires, il compte actuellement 29 millions de bovins, ovins, caprins et volailles à milieu traditionnel.
Malgré ces indicateurs de performance, le cheptel guinéen souffre du manque de conditions sanitaires et alimentaires. Face aux conséquences que ces pathologies entraînent sur la santé des populations et du cheptel, le gouvernement guinéen a bénéficié du soutien de l'USAID et de la FAO à travers le programme de sécurité sanitaire mondiale pour lutter contre ces maladies. Notre pays enregistre deux types de maladies. Des maladies animales prioritaires, mais aussi des maladies zoonotiques. Mais au-delà de ces maladies, il y a une gamme de maladies qui affectent le cheptel. Les principales maladies qui affectent le cheptel sont la péripneumonie contagieuse, qui se manifeste, qui est endémique en Haute-Guinée, en région préforestière, la rage, qui est endémique aussi dans le pays. Et puis nous avons la PPR, la brucellose, la peste des petits ruminants, la maladie de Newcastle. Certaines de ces maladies sont zoonotiques, comme la rage, le charbon, la brucellose, la grippe aviaire, bien qu'elle ne soit pas présente dans notre pays pour le moment, mais la menace existe parce qu'elle est présente dans les pays voisins. Entre la santé animale et la santé humaine, il doit y avoir une complémentarité. Au niveau des 410 agents de santé de la région de Mamou, nous sommes en train de les former également sur la surveillance épidémiologique. Au cours de cette rencontre, il a été révélé que la zoonose, le charbon bactérien, la péripneumonie bovine, la grippe aviaire et la peste des petits ruminants sont les principales maladies qui affectent le cheptel. Il s'agit donc pour le ministère de l'élevage et des productions animales et ses partenaires d'impliquer les agents vétérinaires et les éleveurs de la Haute et la Guinée forestière dans la surveillance de ces maladies afin d'améliorer la santé du cheptel et celle des populations. C'est des maladies qui ravagent complètement le cheptel si on ne prend pas les dispositions avant. Nous devons former nos agents communautaires pour qu'ils nous aident à dépister ces maladies, à reconnaître les signes qui apparaissent au niveau de ces maladies. Sur le terrain, la campagne nationale contre la péripneumonie contagieuse bovine est en pleine exécution. Dans le souci d'accompagner le gouvernement dans cette lutte, la FAO a mis à disposition 200 000 doses de vaccins contre le charbon bactérien dont la répartition s'effectue entre les 8 préfectures prioritaires du pays. À Farana, le programme d'hydraulique villageoise est au ralenti. En cause, le manque de budget de fonctionnement du service national d'aménagement des points d'eau. Le SNAP est en difficulté dans la réalisation des points d'eau. L'occasion pour son nouveau directeur général de changer de stratégie pour garantir un meilleur accès des populations à l'eau potable. Aliakita, Mohamed Sanko. La région de Farana compte 2746 points d'eau modernes, dont 10 systèmes d'adduction d'eau à pompage solaire et une source aménagée. Le taux de fonctionnement est de 95%. Toutefois, les besoins sont encore énormes, surtout dans les localités les plus enclavées de la région. La base régionale de Farana veut y faire face, mais elle est confrontée à certaines difficultés. Je voudrais me limiter à 2 principales difficultés, dont la première, c'est le manque de budget de fonctionnement. La deuxième difficulté est liée à ces interventions anarchiques qui ont tendance à supplanter le SNAP. Les gens interviennent de tort à travers sans passer par le SNAP, nous informer au moins, parce que c'est nous qui sommes les répondants du gouvernement en matière d'approvisionnement en eau potable des zones rurales et semi-urbaines. Les artisans réparateurs et les petites et moyennes entreprises partenaires du SNAP sollicitent la relance des activités. La réalisation de 41 fourrages dans les écoles primaires de la région, financée par Plan Guinée, est interrompue pour cause de pluie. Ces obstacles et bien d'autres, le DG veut les briser pour donner au SNAP toutes ses lettres de noblesse. Depuis que le SNAP et EPA n'a jamais bénéficié d'une subvention. Donc à ma prise de fonction, la première des démarches qu'on a entamées avec le ministère, c'était de se mettre en rapport avec le ministère du budget pour voir comment on peut doter le SNAP d'une subvention. Et ces démarches-là sont en cours et nous espérons avoir satisfaction de cette demande. Mais dans l'élaboration de cette subvention, le fonctionnement des bases a été pris en compte.
Des démarches sont donc en cours pour faire respecter les textes légaux en matière d'hydraulique villageoise en Guinée. L'actualité dans le monde reste dominée par le drame survenu en Mexique. Un séisme a frappé de plein fouet Mexico pendant que l'ouragan Maria fait des dégâts aux Antilles. En Afrique, on pleure des morts après des pluies diluviennes. Les images sont commentées par Makemedozo. 12 personnes sont mortes et 92 autres sont portées disparues après l'inondation de 2 villages de l'Est de la République démocratique du Congo dans la nuit de mardi à mercredi, selon un bilan provisoire officiel. À Bukavu, dans le sud Kivu, cette même pluie a aussi fait des dégâts, mais moins importants. Au Mexique, après le séisme qui a fait au moins 233 morts dans la région de Mexico, les secouristes redoublent d'efforts pour sauver les survivants des décombres d'une école où 21 enfants ont péri lors de cette catastrophe. Les victimes sont âgées de 7 à 13 ans. 5 adultes sont morts et une trentaine d'enfants restent portés disparus selon les services de secours. L'ouragan Maria, qui menace désormais la République dominicaine, a dévasté Porto Rico mercredi, après avoir ravagé la veille la Guadeloupe et la Dominique, faisant au total 10 morts. L'ouragan Maria, qui a touché Porto Rico avec des vents de 240 km/h, sera le plus dévastateur de l'histoire de l'île, déjà frappé par Irma il y a 10 jours, ont prévenu les responsables locaux. Et puis en Guinée, suite au décès du colonel Mandjou Baldé, commandant de la 4e région militaire de Zérékoré, décès survenu le mardi 19 septembre 2017 des suites de maladies à Zérékoré, le ministre d'État à la présidence chargé de la défense nationale, au nom de Monsieur le Président de la République, chef des armées, présente ses sincères condoléances à la famille éplorée, au chef d'état-major général des armées, au commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, au chef d'état-major des armées de terre, air, mer, au chef d'état-major particulier du président de la République, aux directeurs nationaux de la police et de la protection civile, aux directeurs généraux des douanes et du corps des conservateurs de la nature. En cette douloureuse circonstance, la levée du corps aura lieu le vendredi 22 septembre 2017 à l'hôpital de l'Amitié sino-guinéen à 8 h, suivi de la cérémonie funèbre au camp Almami Samori Touré à 10 h. L'enterrement est prévu au cimetière de Cameroun après la prière du vendredi à la mosquée Faisal. Que l'âme du défunt repose en paix, qu'on a écrit le 20 septembre 2017 le ministre d'État, Dr Mohamed Djani. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à la régie, au cadreur Mamadou Babangoura, au réalisateur Mamadou Alpha Baldé, Christophe Conté et à toute l'équipe de la rédaction ainsi qu'à nos téléspectateurs, notamment de Zérékoré, Mandiana et Lolouma. À très vite et bonsoir.